Si votre code ressemble à ça, si votre dossier de travail ressemble à ça, alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, nous allons voir les meilleures pratiques avec R. On se revoit dans 2 secondes. Et avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistiques et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Bienvenue sur Widata, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de bonnes pratiques lorsqu'on code avec R. Généralement, lorsqu'on apprend R, on se concentre seulement sur le côté statistique, mais on met de côté tout ce qui est propreté et l'utilisation des outils. Pourtant, ce sont des compétences qui s'apprennent à n'importe quel niveau. Et c'est dommage parce que ça amène quelques problèmes. Premièrement, ça rend le code illisible. Évidemment, si on n'a pas appris la propreté depuis le départ, ça fait qu'on a des codes qui sont écrits n'importe comment, sans aucun ordre. Et c'est vraiment dommage parce que tout code qu'on écrit est une ressource, parce que plusieurs heures ou plusieurs années plus tard, eh bien, on peut toujours revenir dessus et se rappeler de certaines choses, et ça peut nous servir comme base de travail. Le deuxième problème que ça amène, c'est la désorganisation. Effectivement, on perd énormément de temps à mettre tout en place, mais aussi des fois à s'organiser ou à recomprendre son code. Ça fait aussi qu'on perd des fichiers, des données, où on ne sait plus dans quel état se trouve notre code. Le troisième problème, c'est que ça rend nos codes non reproductibles et non partageables. Ça fait qu'on se retrouve à être la seule personne à savoir utiliser notre code. Tout ce qui est collaboration ou tout ce qui est aide est rendu difficile, voire impossible. Et encore une fois, c'est du savoir perdu. Et finalement, et je trouve que c'est quand même un point important, ça rend le code désagréable. Évidemment, lorsqu'on n'est pas appliqué, ça va nous demander beaucoup plus d'efforts de devoir s'y remettre et de travailler, et vu qu'on va consacrer un certain nombre de temps dessus, ça va rendre chaque seconde supplémentaire douloureuse. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui vivent l'expérience de travailler avec R de manière stressante, dans le sens qu'elles sont jamais sûres de l'état de leur code ou ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles ne peuvent pas faire, qu'elles ont toujours peur de perdre quelque chose, et donc je vois des gens qui n'ont jamais fermé leur script ou jamais fermé RStudio. Et c'est dommage que ça devienne une expérience désagréable alors que franchement je trouve beaucoup de plaisir à coder dans R et je pense que tout le monde pourrait y arriver. Maintenant on pourrait se poser une question, comment savoir si on a suffisamment de bonnes pratiques ? Eh bien moi je résumerai tout ça en une seule question. Si vous laissez votre code à une autre personne, sera-t-elle capable de le lire, de l'utiliser et d'arriver au même résultat que vous sans vos instructions ? Et le meilleur moyen d'arriver à ce résultat, ce serait de pouvoir dire « Ok, je lance tout mon code d'un seul coup et je suis sûr que rien de mal va arriver. » Et si vous arrivez déjà à ce niveau-là, c'est que vous avez des très bonnes pratiques. Pour arriver à ce niveau, je vois 3 étapes. Déjà, il faut de la lisibilité dans le code. Et pour qu'un code se lise, il n'y a pas d'autre choix que de passer par l'hygiène dans le code. De la même manière qu'on s'applique lorsqu'on écrit une phrase. La deuxième étape, c'est l'utilisation. Votre code devrait fonctionner de manière très simple et partout. Quand je dis simple, c'est que vous ne devriez même pas réfléchir à quel bout ou quelle partie de code lancer ou dans quel ordre les lancer, vous devriez juste pouvoir le lancer en une seule fois. Et quand je dis partout, c'est qu'il devrait marcher de manière générale sur n'importe quel autre ordinateur du moment que les personnes ont les mêmes dépendances que vous. C'est-à-dire tout ce qui est spécifique à votre ordinateur ne devrait pas figurer dans le code. Et tout ce qui modifie directement l'ordinateur ne devrait pas figurer dans le code. Et finalement, la dernière étape, avoir les mêmes résultats. Donc, si par exemple je lance mon code 3 fois, à chaque fois je devrais avoir les mêmes résultats. Donc il ne devrait pas y avoir d'aléatoire qui rentre dedans. Et si je le lance dans un autre ordinateur, je devrais avoir les mêmes résultats. Alors, quel est l'avantage de respecter ces 3 étapes ? Déjà, ça rend le code réutilisable pour vous et les autres. Votre code devient agréable à écrire et à lire pour vous et les autres. Vous pouvez recevoir plus facilement de l'aide, vous serez plus efficace, plus rapide et plus productif. Et en plus, l'expérience sera plus cool. En préparant la vidéo, je suis tombé sur une super liste de bonnes pratiques qui correspond à peu près à ceux que j'avais en tête. Lien en description. Je m'en suis inspiré et j'ai ajouté quelques autres points. Ensuite, j'ai tout regroupé en 5 thèmes. 1. Dossier et projet. 2. Hygiène dans le code. 3. Optimisation. 4. Bonus. Et 5. Confort. Alors je vous recommande de suivre et d'appliquer ce que vous voyez dans la vidéo et en même temps. Comme ça au moins vous aurez quelque chose de propre et pas quelque chose que vous allez reporter à plus tard. Et on passe à la pratique. Alors si vous avez un RStudio qui est aussi en désordre et que vous voulez remettre de l'ordre, voici ce que je vous recommande. Fermez tous les fichiers, on recommence tout. Partez dans quelque chose de propre. Si des fichiers semblent disparaître, enregistrez-les si vous avez peur de les perdre. Mais en principe, c'est très peu probable que les fichiers aient été supprimés, donc ils sont probablement déplacés. Et finalement, utilisez la fonction rm, list est égal à ls, ce qui va vous permettre de tout supprimer dans votre environnement. Plus aucun objet, plus aucune variable. Dossier et projet. L'organisation des dossiers est très importante parce que ça va vous permettre de savoir où vont se trouver tous vos fichiers et tous vos éléments. Et donc vous êtes sûr que vous ne les perdrez jamais. Et si quelque chose manque, vous le verrez tout de suite. Voici comment je m'organise, mais vous êtes libre de faire comme vous avez envie. Premièrement, moi je me mets dans le bureau parce que c'est l'endroit où j'aime bien travailler. Et dans le bureau, je crée un dossier code. Dans le
dossier code vont se trouver tous les projets en lien avec des langages de programmation. Donc j'ai un dossier pour R, j'ai un dossier pour Python, j'ai un dossier pour Julia, j'ai un dossier pour NIM, etc. Dans le dossier R, j'ai deux grands dossiers. J'ai le dossier projet, là où je vais mettre tous les travaux concrets que je peux réunir dans des dossiers, et j'ai un dossier test, là où il y aura tout qui est en désordre. Et c'est là en fait où je vais faire mes tests simplement. Puis à l'intérieur des projets, je les regroupe par thème, comme par exemple j'ai un dossier web scrapping, et à l'intérieur du dossier web scrapping, j'aurai tous les projets en lien avec le web scrapping. Alors une astuce, lorsque vous donnez des noms à vos dossiers qui mènent vers des projets de code, évitez les espaces et les caractères spéciaux dans les noms des dossiers. Généralement, collez tout ensemble ou mettez des underscores. Parce que parfois, il peut y avoir des erreurs qui surviennent de ça. Alors, qu'est-ce qu'un dossier de projet? C'est un ensemble cohérent. Là, vous allez ranger toutes les choses qui ont rapport avec un travail que vous êtes en train de faire. Généralement, je vous propose d'aller dans l'unité la plus petite possible. Comme par exemple, je peux avoir un projet pour créer un package. Je peux avoir un projet pour une analyse que je dois faire dans un cours. Je peux avoir un projet pour mes travaux pratiques dans un cours. Je peux avoir un projet pour une analyse dans le cadre d'un stage ou de mon mémoire. À l'intérieur de chaque dossier de projet, on recommande d'avoir une certaine architecture. Il faut avoir au moins 3 types de dossiers. Les dossiers des données, les dossiers des scripts et le dossier des résultats. Vous pouvez vous limiter simplement à 3 dossiers ou avoir des dossiers spécialisés à l'intérieur ou à l'extérieur, comme dans l'exemple que vous voyez à l'écran. Par exemple, chez moi, je fais toujours des dossiers de cette manière-là. J'ai un dossier codebook qui est facultatif dans lequel je vais mettre toutes les informations et fiches d'aide à propos des données qui ne sont pas forcément disponibles. Un dossier data, là où je range toutes les données brutes. Un dossier myData qui correspond à toutes les données que j'ai transformées afin de pouvoir être réutilisable pour moi. Un dossier script, là où je mets tous mes scripts, avec à l'intérieur un dossier fun pour function. C'est dans ce dossier que je mets tous mes scripts qui créent des fonctions qui vont m'aider à travailler. Un dossier reports, là où je mets les résultats de mes rapports. Et puis parfois j'ai un dossier result, quand je ne crée pas directement les rapports avec R Markdown ou Quarto. Et parfois à l'intérieur, je catégorise en 2 parties. Un dossier pour les figures, donc les images, et un dossier pour les tables, les tableaux. Maintenant, on va parler du Working Directory. Alors, qu'est-ce que le Working Directory? C'est le dossier de travail. C'est là où R va décider qu'on travaille. Et c'est là où R va importer ou exporter les données par défaut. Et vu qu'il va s'ancrer là-dedans, on pourra s'en servir comme point relatif pour pouvoir travailler dans notre dossier. Dans notre cas, le Working Directory sera toujours à l'intérieur d'un projet. À ce stade de la vidéo, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à organiser tous vos projets de cette manière-là. On passe maintenant au dossier de travail et au projet. R travaille toujours dans un dossier de l'ordinateur. Il est un endroit où il commence par défaut. Et pour savoir où ça se trouve, vous allez simplement dans l'option Tools, Global Options, General, et c'est le premier élément. Et donc on a un dossier test, là on va mettre ce Working Directory par défaut. Ça va faire que tout ce qu'on fait en dehors d'un projet se retrouvera toujours dans le dossier test, notre dossier brouillon. Donc à chaque fois que vous allez enregistrer quelque chose dans R sans spécifier le chemin, il va vous le mettre dans le Working Directory, donc le dossier de travail. Pour savoir où se trouve votre dossier de travail, utilisez la commande getWD. Donc maintenant on partira toujours du dossier test. Que fait-on si on veut changer de Working Directory et pour le mettre dans un projet par exemple? La pratique usuelle, c'est d'utiliser la fonction setWD pour set working directory et de mettre le chemin dans lequel on veut travailler. Et plutôt que de s'amuser à retrouver le chemin manuellement, on peut utiliser le raccourci CTRL_H pour Mac et Windows. Et ensuite choisir le chemin. Et personnellement, je vous invite à bannir cette pratique parce que ça rend votre travail trop spécifique et non partageable. Si vous partagez votre code à quelqu'un d'autre, il sera obligé de modifier tous les endroits où vous avez mis setWD et il devra retrouver aussi tous les scripts où vous l'avez mis. Donc à chaque changement de dossier, ce sera un travail supplémentaire pour que le code puisse commencer à marcher. À la place, je vous propose une solution qui va vous simplifier la vie et pas que pour cette histoire de Working Directory. J'ai nommé les projets. Mais qu'est-ce que c'est? Les projets ou l'extension .rproj, ce sont des fichiers qui disent à RStudio où se trouve le Working Directory et quels sont les paramètres spécifiques au projet. Et donc vous n'avez même plus besoin de réfléchir, il vous suffit simplement de trouver le projet et tout va se mettre en place tout seul. Alors pour ouvrir un projet, vous avez 3 méthodes. Vous pouvez soit aller sur File, New Project, soit dans le bouton en haut à gauche, soit dans le bouton en haut à droite, New Project. Et je le recommande car il y a beaucoup plus d'options, dont notamment le fait de pouvoir retrouver les anciens projets. Donc si on commence à 0, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de dossier déjà créé pour le projet, faites New Directory, New Project. Ça va créer le nouveau dossier et ça va mettre le .rproj dedans, avec le nom du dossier. Et si vous avez déjà des dossiers où vous avez un travail qui a été entamé, cliquez sur Existing Directory et choisissez l'emplacement. Ce que ça va faire, c'est que ça va juste ajouter un fichier .rproj avec le nom du dossier dans le dossier. Et pour rappel, choisissez toujours le dossier du projet et aucun des sous-dossiers. Et ces projets donnent plusieurs avantages.
Premièrement, on s'en fiche du chemin maintenant, on n'a plus besoin de setwd, chaque projet a son working directory de base, vous pourrez utiliser les chemins relatifs qu'on va voir juste après, et tout ça c'est partageable. Une personne qui retrouve votre dossier aura juste qu'à double-cliquer sur rproche pour se retrouver dans le même état que vous. Ça permet aussi une très bonne gestion des projets, donc chaque projet aura son unique environnement, vous pourrez changer très facilement d'un projet à un autre, et vous pouvez aussi avoir plusieurs projets ouverts en même temps. Et maintenant c'est très personnalisable, parce qu'avant quand vous faisiez des changements dans les options, vous alliez dans Tools, Global Options, ce qui les changeait pour tout le monde, mais maintenant vous pouvez aller dans Tools, Project Option, et vous pouvez modifier les options pour le projet spécifique. Et vous pourrez aussi gérer les R Profiles spécifiques au projet, mais ça ce sera pour une autre vidéo. Maintenant quelques points auxquels il faudrait faire attention. Ça ne sert à rien d'avoir plusieurs projets dans un même dossier. Avoir un même projet pour plusieurs dossiers est une très mauvaise idée. Et si vous avez déjà un projet dans un dossier, ne mettez pas de projet dans un sous-dossier parce que vous allez avoir plusieurs conflits. Donc une petite aide pour se rappeler, un dossier spécifique est égal à un projet. Maintenant j'aimerais parler quelques instants des scripts R Markdown et Quarto. Si tous les scripts qui se lancent depuis RStudio n'ont pas de problème à travailler dans le Working Directory, il existe un cas particulier. Ce sont les R Markdown et Quarto qui choisissent comme Working Directory leur emplacement. Mais je ne sais pas si c'est toujours le cas par défaut. Si vous voyez que les codes avec des chemins qui fonctionnaient dans les autres scripts ne marchent pas dans les R Markdown ou dans vos Quarto, vous pouvez changer ça en allant dans Tools, Global Option, R Markdown, puis dans Evaluate Chunk in Directory, choisissez Project. Et ça devrait fonctionner. Comme on l'a dit avant, nous pouvons utiliser les chemins relatifs. Lorsqu'un Working Directory est décidé, vous n'avez pas besoin de mettre tout le chemin. Comme on l'a dit avant, trop spécifique, pas partageable. Lorsqu'il y a un Working Directory, on part du principe que on est déjà dans le dossier. Donc tous les chemins devront être relatifs. Donc au lieu d'écrire tout le long chemin, écrivez simplement la partie qui suit le Working Directory. L'avantage c'est que c'est plus rapide, c'est partageable, et en plus il y a un raccourci qui vous évite de devoir tout écrire. Dès le moment où vous ouvrez des guillemets dans R, si vous appuyez sur Tab, il va vous montrer une liste de tous les dossiers et de tous les fichiers. En rappuyant sur Tab, vous pouvez naviguer, et Enter, vous pouvez sélectionner. Mais si pour une raison quelconque vous voulez monter d'un niveau, utilisez les doubles points. Et avec ça, vous pouvez atteindre toutes les parties de votre projet, et naviguer à l'intérieur de tous les dossiers. Il y a aussi un point sur la sauvegarde. Au début, je trouvais ce point bizarre, mais maintenant c'est complètement logique pour moi. Quand on quitte une session R, par exemple en fermant RStudio, R nous pose la question si on veut sauvegarder l'image. Si on dit oui, R va créer les fichiers suivants. .rdata, ce sont les données qui étaient chargées dans l'environnement. On les trouve dans la fenêtre environnement. RHistory, historique des commandes, trouvable dans la fenêtre History. À chaque fois que R va commencer une session dans le dossier, il va utiliser ces deux éléments pour charger l'historique et les données, ce qui peut prendre plus ou moins de temps. Alors c'est assez pratique pour reprendre le travail où il en était, mais ça peut poser des gros problèmes de reproductibilité. Imaginez que vous avez mal écrit votre code, et donc vous repartez avec des données modifiées, mais pas dans le bon état. Par exemple, vous avez des modifications qui ne sont pas indiquées dans le script, et bien ça fait que si vous redémarrez avec ça et que vous écrivez du code, tout ce code sera faux, parce que si vous recommencez, rien ne jouera. Vous partez avec des données modifiées. Donc c'est toujours bien de relancer son code depuis le début pour être sûr que tout marche. Un autre problème, c'est si on a des grosses données, ça va alourdir le dossier et ça va ralentir R et RStudio à chaque démarrage. Ça va faire qu'à chaque fois qu'on va quitter RStudio, ça va être long, et à chaque fois qu'on va commencer, ça va être long. Si vous partagez votre dossier avec un RData et un RHistory à votre collègue, vous pouvez avoir des problèmes de version. Donc la bonne pratique, c'est de la retirer à chaque fois. Comme ça, vous repartez toujours à zéro. Si le code est long, ce n'est pas un problème, tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est segmenter votre script et sauvegarder les données à des moments intermédiaires. Comme ça, vous pouvez juste reprendre au milieu du script en chargeant les bonnes données. Ensuite, supprimez les fichiers .rdata et .rhistory. À chaque fois qu'on va fermer RStudio, toujours dire non à enregistrer ces éléments-là. Ou on peut aussi le changer dans les options pour que le refus se fasse automatiquement. On passe à la partie hygiène dans le code. Et on va parler de chronologie et généralité, car le code doit toujours être dans l'ordre. Je pense que ça paraît évident pour la plupart des gens ici, mais le code doit toujours être dans l'ordre chronologique, car c'est comme ça que l'ordinateur va le lire. Et pour savoir si vous avez respecté ce principe, c'est simple, lancez le script en une fois et il devrait fonctionner sans avoir d'erreur. Et il y a un raccourci pour ça, faites CTRL-ALT-R si vous êtes sur Windows, commande Option-R si vous êtes sur Mac. Parce que ce n'est pas parce que ça marche interactivement que ça va marcher en un seul coup. Et c'est bien de tout relancer en une fois aussi souvent que possible pour être sûr que tout fonctionne. Et pour R Markdown et Quarto, c'est obligatoire d'avoir les choses dans l'ordre, sinon vous ne pouvez pas produire de documents. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est évident, mais le problème vient du fait que R est interactif, et donc l'ordre dans lequel on lance le code n'est pas obligatoirement dans l'ordre dans lequel on l'a écrit. Et c'est dangereux car on peut être tenté de ne pas respecter l'ordre, ou de faire des tests un peu partout et de les laisser traîner, et de changer l'état des objets plusieurs fois, comme vous pouvez le voir ici. Donc la solution, à chaque étape, un nouvel objet. Et encore mieux, utiliser les pipes et les suppressions pour pouvoir appliquer plusieurs changements en une seule fois. Ensuite, il faut éviter les codes qui modifient l'ordinateur. Par exemple, install package. Sinon, à chaque fois que vous allez lancer votre code, R va réinstaller les packages.
ce qui peut prendre un certain temps. Et c'est inutile puisqu'ils sont déjà sur votre ordinateur. Laissez la commande library suffit car RStudio est assez intelligent pour voir si un package manque. Note, les fonctions library devraient toujours être au début de votre code. Si nous voulons absolument faire installer des packages manquants avant de pouvoir débuter le code, par exemple si le package a été installé depuis GitHub, nous pouvons le faire avec le rprofile. Donc un script devrait être indépendant et transparent sur l'utilisation de ces packages. Préférez répéter les mêmes libraries dans chaque script, même si les personnes vont les lancer d'affilée, car R ne va pas tenter de recharger chaque librairie qui est déjà chargée. Et ça permet à chaque script d'être indépendant et de savoir ce qui se passe. Donc ça vous évite de penser « Ah, il faut que j'ouvre le script numéro 3 avant d'ouvrir le script numéro 10 et avant de pouvoir lancer le script numéro 8 » parce que toutes les librairies sont déjà là et vous n'aurez pas d'erreur. Commentaires et sections. Alors le commentaire se fait avec un hashtag et n'est pas exécuté par R. Commenter permet d'informer l'utilisateur sur ce qui se passe. Il faut éviter les commentaires inutiles, les commentaires trop longs, préférez mettre les détails dans un fichier texte ou Markdown, et les commentaires ne devraient pas remplacer un code bien écrit. Si vous voulez plus d'infos, on a des vidéos sur l'hygiène de code. On peut aussi créer des sections. Une section, c'est un commentaire avec au moins 4 tirets, égal ou hashtag. Pour plus de lisibilité, il est important de faire des sections. Et l'avantage d'utiliser des sections, c'est qu'on a une meilleure segmentation du code, qu'on peut ranger les parties du code, qu'on a des titres à plusieurs niveaux, et qu'on a une meilleure navigation. Parce qu'il y a moyen de faire apparaître la table des matières et de naviguer avec, ou de naviguer avec le bouton en bas du script. Plus d'informations dans nos vidéos sur l'environnement dans R. Les sections que je vous recommande d'avoir au début de votre code dans l'ordre sont librairie, options, data. Et après, vous êtes libre de mettre les titres que vous voulez. Après, il y a des questions de style, de longueur et d'aération. Lorsque vous créez des objets, des variables, des dataframes, etc., évitez les espaces et les caractères spéciaux dans les noms des objets, des variables et des dataframes. Préférez les coller ou utiliser des underscores, je ne suis pas très fan des points, car suivant l'encoding de R, il peut modifier le fichier. C'est pas trop grave si l'encoding modifie un commentaire, mais ça devient plus grave quand ce sont des noms de variables parce que le code devient inutilisable. Lorsque vous utilisez des caractères spéciaux, RStudio va le détecter et va vous demander dans quel format vous voulez enregistrer votre fichier. Sélectionnez UTF-8. Si vous voulez qu'il le fasse automatiquement à chaque fois, allez sous Tools, Global Option, Code, Saving, Default Code Encoding, et là vous choisissez UTF-8, et maintenant vous avez des accents utilisables. J'ai une deuxième astuce aussi, il faut éviter les points dans les objets que vous créez dans R. Car peut-être si vous voulez continuer dans d'autres langages, ça peut créer beaucoup de confusion, car mettre un point peut indiquer une méthode. Donc c'est une bonne habitude d'éviter les points si vous voulez apprendre d'autres langages. Pour plus de lisibilité dans le code, mettre des espaces entre les termes et entre les lignes. Pensez aussi à mettre des sauts de ligne après une virgule ou un opérateur, se trouvant dans des parenthèses ou accolades, pour économiser la place. Par exemple, c'est très utilisé avec les pipes. Ensuite, quand le code devient trop long, c'est bien de le séparer en plusieurs fichiers. En principe, évitez d'avoir tout dans un seul et même script, même si rien ne l'empêche. Et généralement, moi, j'utilise cette séparation-là. Et je numérote chaque fichier pour savoir dans quel ordre on les lance. Et vous voyez que chaque script respecte une étape importante de mon analyse. Ok, maintenant je vous encourage à tester cette organisation sur au moins l'un de vos projets pour vous habituer. Par exemple, là maintenant, faites une pause et testez ça. Si vous avez des questions, je vous invite encore à les mettre en commentaire. On y répond volontiers. À partir de maintenant, essayez de vous habituer à le faire pour tous vos projets. Ça prend un peu de temps au début, mais vous allez gagner tellement de temps ensuite, en plus des avantages cités au début de la vidéo. Maintenant que nous avons vu toutes les bonnes pratiques, je vous présente un exemple de mise en place de projet. Je commence par créer un nouveau projet que j'appelle pratique. Dans ce projet, je commence par créer mes dossiers habituels. Je vais ensuite chercher des données sur internet, je les mets dans le dossier data, j'ouvre un script que j'appelle nettoyage R, je commence par mettre les librairies dont j'ai besoin, ensuite j'importe les données. Je fais une petite exploration rapide de ce dont j'ai besoin. Je fais une petite sélection et un petit nettoyage. Le format me plaît, donc j'enregistre les données au format R dans le dossier MyData, sous le nom de dataclean.rda. Je passe ensuite à un nouveau script que je nomme analyse R. Comme d'habitude, je regarde la structure usuelle. Cette fois-ci, j'ajoute une partie options, parce que j'en ai besoin pour standardiser mes graphiques. Notez que cette fois-ci, j'importe les mêmes librairies et les données intermédiaires, def1.rda, même si elles sont déjà chargées. Puis je réalise un graphique que je vais exporter dans le dossier des figures. Imaginons que je quitte RStudio et que je reviens. On peut aussi faire ça en allant sous Session, Restart R. Vous pouvez constater que je n'ai rien dans mon environnement parce qu'on a demandé à R de ne jamais créer de RData et de RHistory. Pour tout lancer, il me suffit d'utiliser notre raccourci CTRL-ALT-R sur Windows ou commande Option-R sur Mac et nous obtenons la même chose. Nous avons donc un code propre et réutilisable. C'est parfait. J'espère que le contenu vous a plu et que vous avez maintenant les bonnes pratiques pour coder avec R et RStudio. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo et à la partager. Ça aide la chaîne à grandir et à vous proposer plus de contenu. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez demander un contenu particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça nous fait toujours plaisir d'en lire. Nous avons aussi d'autres contenus sur R si ça vous intéresse, et aussi en sciences informatiques. N'hésitez pas à aller les voir. J'en profite aussi pour vous rappeler que nous sommes sur d'autres réseaux, notamment Instagram et Discord. N'hésitez pas à passer par ces canaux pour communiquer avec nous et avec la communauté. Toutes les questions
suggestions sont les bienvenues. En attendant de se revoir dans la prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt.